La création des ETF dans les années 1990 a révolutionné le monde de l'investissement en permettant au plus grand nombre d'investir en bourse facilement et à moindre risque. À ce titre, il mérite d'occuper une place centrale dans le portefeuille des investisseurs. Cependant, il ne faut pas croire que les ETF sont des produits parfaits. On a tendance à toujours renvoyer les gens vers les ETF comme si c'était les meilleurs produits boursiers qui existaient. Or, c'est loin d'être le cas et les ETF ont des défauts qu'il convient de connaître avant d'investir. Aujourd'hui, je vais présenter 6 inconvénients majeurs des ETF qu'il convient de connaître avant de vous lancer dans l'investissement en ETF. Un ETF, c'est un fonds indiciel qui cherche à reproduire la performance d'un indice de référence. Si l'indice de référence est par exemple le CAC 40, le fonds indiciel va chercher à reproduire la performance du CAC 40 aussi fidèlement que possible. Le mieux qu'un investisseur puisse espérer, c'est un rendement égal ou légèrement supérieur à l'indice de référence, mais en aucun cas peut-il espérer un rendement qui sera bien au-dessus de l'indice de référence, puisqu'il s'agit par essence d'un investissement passif qui cherche à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice de référence. Cet inconvénient est particulièrement grave pour les jeunes investisseurs qui se doivent de prendre un peu plus de risques pour générer des gros rendements puisqu'ils ont un horizon d'investissement suffisant pour rattraper les pertes éventuelles. Lorsqu'il en vient aux investissements qui ont pour but de se diversifier hors des ETF S&P 500 ou Nasdaq, les ETF ne sont pas forcément toujours le meilleur choix. Souvent, les jeunes investisseurs qui souhaitent à générer de l'alpha, c'est-à-dire des rendements qui sont supérieurs aux indices de référence, doivent plutôt se tourner vers des fonds qui sont gérés de manière active et qui cherchent activement la surperformance ou à investir dans des actions individuelles bien sélectionnées qui ont le potentiel d'avoir des performances supérieures aux performances du marché. Par exemple, comparons deux fonds qui ont à peu près le même indice de référence et des profils de risque extrêmement similaires. On va comparer l'ETF Lyxor Small Cap qui reproduit la performance d'un indice qui est composé majoritairement d'entreprises européennes à faible capitalisation boursière, et on va comparer le Groupama Avenir Euro N qui essaye de battre le rendement d'un indice de référence qui est composé d'actions à moyenne capitalisation boursière européenne. On voit que sur 10 ans, l'ETF Lyxor a généré un rendement total de 278%. Sur la même période, le fonds actif Groupama a généré un rendement de plus de 500%. Cela veut dire qu'il y a un coût d'opportunité de 250 points de pourcentage entre ces deux investissements. Donc l'investisseur qui aurait choisi d'investir dans un ETF parce que c'est perçu comme étant un meilleur investissement aurait perdu gros par rapport à un investisseur qui aurait pris le même niveau de risque en investissant dans un produit qui reproduit un indice de référence quasiment similaire, mais qui aurait généré un rendement supérieur de 250 points de pourcentage. C'est ce qu'on appelle l'alpha, la surperformance par rapport au rendement attendu d'un indice de référence. Il existe beaucoup d'investissements qui permettent de générer ces surplus de rendement par rapport aux ETF qui se contentent de reproduire la performance d'un indice de référence. Le deuxième inconvénient majeur des ETF découle de leur corrélation presque parfaite avec l'indice de référence, c'est l'impossibilité d'échapper au risque systématique auquel est soumis l'indice de référence. Pour rappel, le risque systématique, c'est le risque dit du marché. Par exemple, une crise économique ou une pandémie est un exemple de risque systématique qui entraîne la baisse du cours de pratiquement tous les actifs qui sont listés sur les marchés boursiers, et la diversification ne permet pas réellement d'éliminer complètement ce risque. D'autant plus lorsqu'on est investi dans un ETF qui cherche par essence à reproduire la performance de l'indice de référence. Ainsi, puisqu'un ETF réplique fidèlement la performance de l'indice de référence, si l'indice de référence perd 10%, l'ETF perdra probablement 9 ou 10%. Si l'indice de référence a des performances négatives pendant 1 ou 2 ans, l'ETF aura également des performances négatives pendant 1 ou 2 ans. Il n'y aura aucun moyen d'échapper à cela. A contrario, un fonds actif bien géré avec un gérant expérimenté peut limiter la casse lorsqu'il en vient aux baisses du marché, ce qui permet d'être bien positionné pour capturer les hausses une fois que le marché repart à la hausse. De même, certaines actions dites défensives réagissent mieux en période de crise financière, de crise économique ou de période de turbulence du marché. Par exemple, certaines actions de supermarchés américains ont bien réagi pendant la crise du Covid, alors que d'autres actions qui sont beaucoup plus spéculatives vont être entraînées dans la chute du marché. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Le troisième inconvénient majeur de certains ETF, c'est leur surexposition aux grandes capitalisations boursières. Par exemple, bien qu'un ETF S&P 500 soit constitué de plus de 500 actions individuelles, seulement une poignée d'actions ont contribué à la majorité des gains du S&P 500 l'année dernière. En 2021, 31% des gains du S&P sont attribuables à une poignée d'entreprises: Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Google. Quand les grosses capitalisations boursières vont bien, l'indice va bien. Par contre, si les grosses capitalisations sous-performent, l'indice a de très fortes chances de sous-performer puisque les bonnes performances des entreprises à petite capitalisation boursière n'aura qu'un impact très limité dans la performance globale de l'indice.
Le quatrième inconvénient majeur des grands ETF, c'est le faible rendement des dividendes qu'ils proposent. Il existe des ETF à dividendes, j'ai d'ailleurs publié une vidéo sur le sujet dont vous trouverez le lien dans la description, et ces ETF permettent d'investir dans les actions d'entreprises qui versent des dividendes. Par contre, pour les ETF qui reproduisent les performances des très grandes places boursières, qui contiennent donc parfois des centaines d'entreprises différentes en portefeuille, le rendement des dividendes est souvent très faible. Par exemple, les rendements dividendes de l'ETF S&P 500 sont souvent autour des 1%. Si vous aimez les dividendes, vous serez peut-être mieux servi par un ETF spécialisé dans les dividendes, tel qu'un ETF dividende aristocrate, ou dans un panier d'actions à dividendes soigneusement sélectionnées. Le cinquième inconvénient majeur des ETF, ce sont les coûts. On vante souvent les faibles frais des ETF, à raison, mais on a tendance parfois à minimiser les coûts potentiels qu'ont les ETF comparés à d'autres investissements. On ne parle jamais du fait qu'acheter un ETF peut parfois revenir à plus cher qu'acheter les actions individuelles de certaines entreprises de grande qualité. Lors de l'achat de l'actif, la commission qui sera versée au broker sera certainement la même que ce soit pour l'achat d'une part d'un ETF ou que ce soit pour l'achat d'actions individuelles. Par contre, les actions individuelles n'ont aucun frais de gestion annuel, ce qui veut dire que si vous détenez une action individuelle, cela vous reviendra à moins cher que si vous détenez des parts d'un ETF. Si vous souhaitez détenir une ou plusieurs actions en particulier, il est parfois plus intéressant d'acheter ces actions directement plutôt que d'acheter un ETF dans lequel ces actions ont une part prépondérante du fait de leur capitalisation boursière. De plus, les ETF de niche, c'est-à-dire les ETF qui reproduisent les performances d'indices de référence, qui sont des indices parfois des secteurs très particuliers qui ont des volumes d'échange très faibles, les spreads peuvent être extrêmement élevés, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir forcément acheter ou vendre vos parts d'ETF au meilleur prix possible. De plus, tous les ETF n'ont pas des faibles frais. De plus en plus d'ETF, surtout ceux qui sont exposés à des indices un peu plus de niche et des indices avec des faibles volumes, ont des frais souvent plus élevés que les ETF qui répliquent la performance de grandes places boursières. Par exemple, l'ETF Lixor Small Cap a des frais annuels de 0,4%, ce qui représente 4 € pour chaque 1000 € investis. Certes, ça ne paraît pas très élevé, mais c'est quand même beaucoup plus élevé qu'un ETF S&P 500 qui, lui, a des frais en général qui sont de 0,15%. Lorsqu'on compare la performance de ces ETF avec d'autres investissements qui peuvent générer des meilleurs rendements avec un profil de risque similaire, finalement, ces frais quand même représentent une part assez importante de vos gains, ce qui fait que le coût d'opportunité est d'autant plus élevé que vous auriez pu choisir un investissement qui a des meilleurs rendements avec un profil de risque similaire. Enfin, le sixième inconvénient des ETF, c'est le danger des ETF à levier. Un ETF à levier utilise des produits dérivés pour générer des rendements qui sont bien supérieurs à l'indice de référence. Par exemple, un ETF qui utilise un levier x2 cherchera à générer un rendement 2 fois supérieur à l'indice de référence sur une période boursière donnée. Par exemple, si vous détenez un ETF à levier sur le CAC 40 et le CAC 40 prend 1%, votre ETF devrait normalement prendre 2% de valeur. Les ETF à levier sont donc des produits très risqués qui peuvent engendrer la perte d'une grande partie de votre capital si vous avez le malheur d'être investi dans des ETF à levier qui produisent des mauvaises performances. Le grand danger des ETF à levier, c'est qu'ils peuvent séduire des investisseurs qui ne comprennent pas bien leur fonctionnement ni les risques inhérents de ces produits. Les ETF sont donc des produits fantastiques qui permettent d'investir en bourse facilement et à moindre coût, mais ce ne sont pas des produits parfaits. Beaucoup de gens ont tendance à se tourner automatiquement vers les ETF, mais ce n'est pas forcément la bonne solution en fonction de vos besoins. Il est important de garder à l'esprit qu'il existe beaucoup d'autres actifs boursiers qui permettent de réaliser les objectifs financiers que vous avez. C'est pourquoi il faut garder l'esprit ouvert et se renseigner pour savoir exactement quels sont les produits boursiers qui existent sur le marché et qui peuvent vous permettre de réaliser vos objectifs particuliers. Cela dit, les ETF S&P 500, Nasdaq et ETF World sont des ETF qui doivent constituer la majeure partie de votre portefeuille à long terme, puisque ce sont des investissements qui permettent de générer des rendements relativement stables et plus ou moins garantis sur des très longues périodes, puisqu'ils sont exposés à la croissance du marché américain, qui est un marché dynamique et leader de l'économie mondiale, et qui représente un cadre juridique favorable à l'investissement et qui nous protège un petit peu contre les décisions arbitraires qu'il peut y avoir dans certains autres marchés du monde. C'est pourquoi ces ETF-là doivent quand même constituer une majeure partie de votre portefeuille, mais il faut garder les yeux ouverts et s'informer sur les différents actifs qui existent afin de pouvoir maximiser vos rendements en bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification et laissez un commentaire. Que pensez-vous des ETF et des alternatives aux ETF? Pensez-vous que l'investissement en bourse est trop compliqué pour vous lancer? Dites-moi ce que vous pensez, quels sont les actifs qui vous intéressent, on peut en discuter dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.